Je m'appelle Ève, j'ai 39 ans. Je vis dans un appartement bobo parisien, dans un quartier de célibataire. Voilà, je vis dans l'est de Paris, dans un quartier qui bouge, populaire. Je vis en couple avec un enfant qui a 2 ans. Je pense que toute ma vie, on va dire, de femme, de couple et de construction de ma propre famille est entièrement conditionnée par mon enfance et par ma relation avec ma mère, avec ma grand-mère et tout ce que j'ai vécu. Ça a été beaucoup, beaucoup de destruction. Ève a été élevée dans l'amour par sa grand-mère maternelle jusqu'à l'âge de 10 ans. Mais ce choix, elle l'a vécu comme un abandon de la part de sa mère et lui en a beaucoup voulu pour ses absences. Adulte, Ève a retourné cette colère contre elle-même en maltraitant son corps et en refusant longtemps la maternité. Je suis arrivée en octobre 1981, visiblement assez rapidement, puisque ma mère a accouché, elle avait 22 ans. Et en gros, ça s'est passé où tous les deux, donc mes parents avaient un hôtel-restaurant où ils travaillaient en famille et il y avait un énorme mariage ce soir-là et ma mère va travailler vraiment jusqu'à l'accouchement. Donc elle a commencé à avoir des contractions dans la nuit et ils sont à peine arrivés à l'hôpital vers minuit, 1h du matin et elle a accouché à 5h. Voilà, 5h45 exactement, un dimanche, après avoir servi voilà, des festivités toute la nuit. Je pense que ma mère ne voulait pas particulièrement d'enfants parce que elle avait été l'aînée d'une grande fratrie et du coup elle avait déjà beaucoup joué à la maman étant petite et adolescente. Elle a grandi dans une ferme. Ses parents étaient agriculteurs. Donc c'est l'aînée. Donc elle a 2 petites sœurs. Et mes grands-parents étaient agriculteurs. Ils sont occupés de beaucoup d'enfants qui étaient placés par la DAS. Donc, il y en a eu 5 au total. Et tout le monde était en même temps et à peu près du même âge chez eux, sachant qu'il y avait une ferme à faire tourner, que mes grands-parents l'avaient eu jeune également. Donc, c'est elle qui faisait la cuisine pour 8, qui lavait tout le monde, qui les habillait, qui les couchait. Voilà, et ça toute petite, quoi, je pense. Bien avant l'âge de 10 ans. Et en fait, ils l'ont un peu forcé à prendre un peu la tête de la famille. Et du coup, je pense qu'en fait, finalement, après, c'est ce qu'elle raconte et c'est ce que la famille raconte, c'est qu'elle est un peu partie de la maison. En fait, elle a rencontré mon père qui était un peu comme elle, qui était, alors lui, enfant unique, mais qui était aussi assez timide, un peu dans son univers. Et je pense qu'elle est partie, qu'elle a épousé pour être tranquille, en fait. Pour quitter un peu ce foyer où il y avait trop de monde, trop de bruit. Voilà, quand elle en parle, elle disait vraiment, j'en avais ras-le-bol, quoi, des petits frères, des petites sœurs. Donc, étant enfin envolée du nid, s'étant mariée et surtout travaillant énormément, puisque voilà, un hôtel-restaurant, c'est du 7 jours sur 7, tous les jours, jusqu'à la fermeture, 2h du matin, on se lève à 6h, on travaille jusqu'à 2h du matin. Je ne pense pas que c'était sa volonté première. Après, en Corrèze, dans les années 80, quand on se marie, derrière, on fait un enfant. Voilà. Et d'ailleurs, il n'y en a pas eu d'autres. Donc, je pense qu'après moi, ça a été une volonté de se dire, bon, voilà, il y en a eu une, on l'a fait, mais ça sera la seule, l'unique, et il n'y en aura pas de deuxième. Les 6 premiers mois de ma vie, je l'ai passé donc, avec mes parents, dans l'hôtel-restaurant. Mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, tout le monde vivait sous le même toit. À cette époque-là, en fait, on vivait dans l'hôtel. Chacun avait une aile avec sa chambre, voilà. Et visiblement, mes parents, ils étaient jeunes, ils venaient de reprendre cette affaire-là, ils travaillaient énormément. Et du coup, ils me laissaient souvent seule. Et visiblement, je pleurais tout le temps. Je pleurais tout le temps. Voilà, ça ne s'arrêtait pas. Je dormais jamais. Dès qu'ils mettaient un pied dans leur chambre à 2h du matin, moi je commençais à hurler non-stop jusqu'à 6h. Mais bon, certainement parce que j'avais besoin de leur présence que je n'avais pas le reste de la journée. Et à 6 mois, j'ai fait une énorme allergie.
je suis sortie pleine de plaques de partout, je m'étouffais. Et du coup, ma grand-mère maternelle, qui était à la ferme, est venue me chercher. Donc, ils m'ont confiée à elle pour le temps que je guérisse. Et c'était instantané. En fait, elle s'est occupée de moi et toutes les plaques ont disparu, tout allait mieux dans le meilleur des mondes. Et du coup, tout le monde a décidé que j'allais rester chez mes grands-parents maternels à la ferme. Et donc, j'ai grandi entre mes 6 mois et mes 10 ans dans la fratrie de ma mère. J'ai pris la chambre qui était la chambre de ma mère et j'ai été élevée en fait avec mes oncles et mes tantes. Voilà. Donc, c'est mes grands-parents qui m'ont élevée, mes grands-parents maternels. Donc, je passais toute la semaine chez mes grands-parents maternels à la ferme. J'allais à l'école à côté de chez eux et mes parents venaient me voir des fois le dimanche après-midi quand j'étais petite. Après, quand j'étais un peu plus grande, j'ai commencé à aller passer quelques vacances chez eux, des week-ends. Mais c'était vraiment à l'inverse des autres enfants. C'est-à-dire que finalement, mes grands-parents se sont substitués à mes parents et mes parents ne se sont pas substitués à mes grands-parents, mais oui, étaient comme des proches de la famille qu'on va voir les week-ends ou les vacances. Mais voilà, ça s'est un peu inversé. Est-ce que ta mère te manquait? Alors, c'est une question compliquée parce que j'ai des souvenirs, quand il venait le dimanche pour me voir et qu'il repartait, je me souviens de moi assis sur les escaliers en train de pleurer, de me dire mais il me laisse, mais pourquoi voilà. Et en même temps, d'être très bien là où j'étais la semaine. C'est-à-dire qu'un peu plus grande, quand on m'a demandé d'aller chez eux les week-ends, j'avais pas toujours envie. J'étais bien chez mes grands-parents parce que ma grand-mère en fait était une super maman ultra maternelle. J'étais la petite dernière, donc voilà, elle m'appelait mon petit trésor et elle m'emmenait partout, on faisait tout ensemble. En fait, j'étais jamais seule. Et puis bon, j'étais un peu la petite, voilà, qu'il fallait pas contrarier. Vu qu'elle avait pas ses parents, il fallait être gentil avec elle. Elle me faisait à manger ce que je voulais. Elle était jamais sévère. C'était simple, quoi. Elle me racontait des histoires le soir. Et puis bon, c'était son truc, quoi. Elle a toujours été mère au foyer, donc elle avait l'habitude de s'occuper des enfants. Et puis il y avait beaucoup de vie aussi. Je veux dire, il y avait pas mal de jeunes, il y avait mes tantes qui étaient là, avec qui je m'entendais très bien. Donc c'est vrai que c'était une grande maison avec des grandes tablées, avec de la vie, et quand on est petit, on aime bien ça. Quand j'arrivais chez mes parents, c'était pas du tout la même ambiance. Là, c'était un hôtel-restaurant où tout le monde travaillait, était stressé. Donc c'était, bon, t'es gentil, tu t'assois là, tu fais pas de bruit et on veut pas t'entendre. Surtout le samedi dimanche où c'était les 2 journées où ils n'arrêtaient pas, quoi. Donc je les voyais 2 heures par-ci, 2 heures par-là. Il n'y a jamais des moments où ils jouaient avec moi, où il se passait quelque chose, quoi. C'était vraiment parce qu'on allait manger ensemble et on me laissait pas trop le choix, quoi. C'est sois sage, tiens-toi bien et sois poli. Voilà. Les souvenirs que j'ai avec ma mère, c'est moi seule dans la salle de bain avec elle qui se prépare avant d'aller servir, c'est-à-dire qui prend une douche, qui met un tailleur, qui se maquille, qui s'apprête, qui met du parfum, et moi assise dans la salle de bain à faire pareil. Voilà, j'ai toujours eu cette intimité de femme avec elle. Après, j'ai aucun souvenir plus enfantin, c'est-à-dire de jeu ou ma mère qui me lit une histoire ou de choses comme ça. J'ai plus des moments de femme dans sa chambre, d'aller faire les boutiques, des choses où en fait je partageais des moments de son quotidien, mais pas elle qui partage des moments de mon quotidien à moi. Voilà. Est-ce qu'elle était un modèle pour toi, de femme, pour le coup? Ah ben, je la trouvais très très belle. Je me disais, tiens, vivement que je sois grande, que je puisse emprunter tous ses habits, lui piquer ses chaussures. Pour moi, c'était la femme, oui, c'était un peu la femme idéale, plus que la mère. Je ne la voyais pas comme la mère. Pour moi, la mère, c'était ma grand-mère. Et d'ailleurs, à tel point que pendant toute ma primaire, sur mes cahiers, en fait, je mettais mon nom de famille, donc le vrai, celui de mes parents, et je mettais un petit tiret, et je mettais le nom de famille de mes grands-parents, qui est le nom de jeune fille de ma mère. Du coup, en fait, j'ai un peu choisi ma famille, j'ai un peu choisi mes parents. Je me suis dit, tiens, c'est avec eux que j'ai envie de vivre, c'est avec eux que j'ai envie d'être, c'est eux que j'ai choisi, en fait.
pas mes parents. À 10 ans, donc je suis en fin de CM2. Et là, tout le monde décide, mes grands-parents et mes parents, que je suis assez grande pour repartir vivre avec mes parents. Et alors pour moi, ça a été extrêmement difficile. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et je l'ai très très mal vécu parce que je suis passée alors, d'une ambiance, d'une grande maison qui est une ferme avec ouais, on va dire 5-6 personnes qui vivent sous le même toit, à une maison en fait absolument vide, donc collée à l'hôtel-restaurant, où là il n'y a personne, puisque mes parents travaillent et ils ne sont pas dedans. Donc je me suis retrouvée toute seule, tous les soirs, dans cette maison où je fermais la clé, où il n'y avait plus de vie, plus de bruit, plus rien. Et voilà quoi. Donc, je ne sais pas comment dire ça, mais je crois que j'ai jamais eu aussi peur de ma vie que cette première année de 6e. À tel point que, après ça a eu un côté bénéfique, c'est que j'ai commencé à lire énormément à cette époque-là. Et je lisais jusqu'à ce que mes parents rentrent se coucher, c'est-à-dire 2h du matin, tous les soirs, toutes les nuits. J'éteignais la lumière au dernier moment, dès que j'entendais la clé dans la serrure. Et je lisais que des trucs positifs, joyeux et des contes. Tu te sentais seule? Je me sentais très seule, ouais. Je me sentais seule et après on partageait du coup un peu plus de moments avec ma mère puisqu'on se voyait tous les matins, on déjeunait ensemble et le soir, toujours pareil, quand elle se changeait à 18h, de 18 à 19, on était dans la salle de bain toutes les deux et elle me faisait réciter toutes mes leçons, on parlait, mais c'était vraiment la seule heure qu'on passait ensemble dans la journée. Après le reste, je mangeais mon assiette toute seule. J'allais à l'hôtel, je demandais à mon père, voilà, fais-moi une assiette. J'allais la manger toute seule au bar, où je la ramenais à la maison et je passais ma soirée seule. C'était quand même un sacré changement, même dans la vie de ta mère. Comment elle t'a accueillie en fait dans ce nouveau quotidien? Alors ma mère, elle m'a bien accueillie parce que je pense que j'étais sage comme une image, j'étais une très bonne élève et j'avais absolument aucune revendication. Jamais j'aurais osé dire à mes parents vous rentrez tard, comment ça, vous me laissez seule, c'est dégueulasse, comme on parle, voilà, ou pourquoi tu fais ça, mais moi je veux vous voir, mais jamais j'aurais osé dire ça. Pour moi c'était comme ça, c'était un fait, il fallait l'accepter et de toute façon j'étais habituée avec eux, ça a toujours été comme ça. Ta grand-mère te manquait? Alors ma grand-mère me manquait et j'y allais tous les week-ends. Tous les week-ends, toutes les vacances. Dès que j'avais du temps libre, j'y allais. C'était ta mère de cœur, quoi. Ouais. Oui, c'était ma mère, quoi. Ça a toujours été ma mère. Comment évoluaient vos rapports à l'adolescence avec ta mère? En fait, j'ai eu un déclic. Ce qui s'est passé, c'est qu'entre ma naissance et mes 12 ans, j'avais un énorme respect pour mes parents, j'avais de la peur. Je les respectais vraiment, mais comme des images, quoi. C'était des sortes de divinités, de statues auxquelles on ne touche pas. En fait, j'avais envie qu'ils m'aiment, j'avais envie certainement qu'ils m'acceptent. Et du coup, j'ai vraiment joué à la petite fille parfaite avec eux. Et à 12 ans, ma mère a rencontré quelqu'un. Elle a eu certainement le plus gros coup de foudre de sa vie. Et elle est partie du jour au lendemain. Et à partir de ce jour-là, nos rapports ont complètement changé. C'est-à-dire que je me souviens très bien d'une altercation qu'on a eue toutes les deux. Et je lui ai dit, maintenant c'est terminé. Maintenant c'est terminé. Plus jamais de ta vie tu me diras ce que tu penses que je dois faire. Plus jamais je te respecterai de la même façon. Plus jamais j'aurai la petite fille parfaite. Tout ça c'est fini. Et ça a été fini. Et nos rapports ont changé. C'est-à-dire que en fait, elle avait un peu cassé cette image peut-être idéale que j'avais d'elle, auquel il fallait absolument pas toucher. Et je pense qu'il y a toutes les contraintes que que j'avais eues pendant ces 12 années qui se sont écroulées. Et là, je me suis dit, mais alors c'est terminé. De toute façon, j'ai toujours été seule. J'ai appris à vivre seule. Je suis capable de me débrouiller seule. J'ai plus besoin d'eux. Et elle en particulier. C'était la colère et puis une sorte de vengeance. Je pense que je me suis dit, très bien, tu t'es jamais occupé de moi. Et d'acceptation de ce qui avait pu se passer avant. C'est-à-dire, plutôt que de le subir, je vais vivre ma vie, comme ma mère a fait, en fait.
Je me suis dit, mais mince, c'est une femme qui ne s'est pas occupée de moi. Donc, pourquoi aujourd'hui, adolescente, maintenant que je suis adolescente, elle aurait le droit de me dire ce que je dois faire, puisque de toute façon, elle s'en est jamais souciée pendant toutes les premières années de ma vie. Je suis partie vivre avec ma mère et son nouveau mari jusqu'à mes 18 ans. Voilà. Donc là, par contre, on a eu, pour le coup, une vie de famille. Une vie de famille, puisqu'elle a changé de métier. Donc, elle avait un commerce, mais avec des horaires normaux, c'est-à-dire elle commençait à travailler vers 7h du matin et elle finissait à 18-19h. Voilà, elle avait ses dimanches avec moi. Donc là, on a essayé de recréer une sorte de foyer normal, ce qui était très compliqué vu que moi j'étais en pleine crise d'adolescence. Ma mère, on a eu vraiment une relation très compliquée pendant toute l'adolescence. Et je pense que je me suis pas mal détruite. Moi, j'ai fait beaucoup de choses contre moi en pensant que, tu vois, que j'allais l'atteindre elle. Voilà, en fait, j'essayais de lui faire mal un peu de cette façon-là. C'est-à-dire un peu quand on était toutes les deux, je lui disais ah oui, bah tiens, j'ai couché avec tel garçon. Ah bah non, c'est pas protégé. Ah non, je le connaissais pas. Ouais, je l'avais croisé 5 minutes avant. Ah, ok, t'as raison. Voilà, je lui balançais un peu les trucs comme ça. C'était un peu de cette violence-là, en fait. Voilà. Et je pense que je cherchais vraiment à la faire réagir, et même plus qu'à la faire réagir, je pense que je cherchais à la blesser. Je voulais juste à un moment qu'elle ressente la même chose que moi j'avais pu ressentir vis-à-vis d'elle, dans les moments où elle me laissait seule, où je la voyais faire certaines choses et que j'approuvais pas, et je me disais, bah tiens, tu vas payer notre relation, tu vas payer tes actes, et je vais te le faire payer à travers moi. Et donc j'ai passé mon bac, et en fait j'ai pris mes affaires, j'ai fait ma valise et je suis partie. J'ai un peu pris mes distances pendant pas mal d'années, et de ma mère et de mon père, les deux. Voilà. De toute façon, j'avais été préparée à ça. En fait, j'ai été élevée pour être indépendante et me débrouiller toute seule, petite. C'était un peu la continuité, quoi. C'était un peu la continuité. Par contre, j'étais très très proche de ma grand-mère. J'ai continué de la voir énormément. C'est chez elle que je suis allée quand je suis partie de chez ma mère. C'est chez elle que j'allais en vacances quand j'étais en fac et que je revenais. Mon point de chute, ça a toujours été chez mes grands-parents, toute ma vie. Est-ce que ta mère a ressenti parfois de la jalousie envers ta grand-mère, d'ailleurs ? Je pense pas que ma mère en ait voulu à ma grand-mère. Je pense que ma mère était plus une femme qu'une maman, et qu'elle aime sa vie de femme, elle aime être seule. Les enfants, ça la gonfle, ça l'a toujours gonflé. Et elle l'assume, en fait. Ma grand-mère maternelle est décédée il y a 10 ans maintenant. Et en fait, je l'ai senti. J'ai eu une sorte d'intuition voilà, qu'il allait se passer un truc un peu grave, qu'il allait lui arriver quelque chose de grave. À ce moment-là, j'étais avec une amie dans le métro, et donc je lui ai dit, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on va m'appeler, qu'on va me dire que ma grand-mère est morte ou qu'il se passe un truc. Et ma mère m'a appelée pour me dire, écoute, ta grand-mère a fait un infarctus, elle est à l'hôpital, mais ça va aller, voilà, te déplace pas pour ça. Et moi, comme j'avais eu cette intuition, je me suis déplacée, j'y suis allée, et je suis restée auprès d'elle. Et en fait, assez rapidement, j'ai compris qu'elle allait mourir, elle me l'a dit, qu'elle allait mourir, alors que finalement, les autres personnes de la famille ne voyaient pas et ne l'entendaient pas. Toutes ces filles disaient, mais non, tu vas pas mourir, c'est pas possible, c'est pas son heure, ça doit pas arriver maintenant. Et en fait, moi, je sais pas, j'ai su que c'était maintenant. Sauf que comme j'avais senti ça, en fait, on a pu parler et on a pu se dire au revoir. Et ça a été, je pense, ça a été vraiment salvateur. Ça a été quelque chose d'extrêmement important pour moi, parce que j'ai pu parler de l'après avec elle.
J'ai pu parler de sa mort, on a pu se dire qu'on s'aimait. Et du coup, finalement, pour moi, elle est partie, en tout cas dans mon cœur, pour moi, elle est partie en paix. Et je me suis toujours dit que finalement, je garderais une bonne étoile. Voilà, qu'elle avait fait un énorme bout de chemin avec moi, qu'elle avait toujours été là. Et ça m'a fait du bien, finalement, de pouvoir parler des choses et lui dire, tout simplement, lui dire que je l'aimais et que ça allait bien se passer. Son décès, ça a un peu chamboulé les choses parce que du coup, après sa mort, j'ai un peu repris ma place. C'est-à-dire que ma grand-mère me voyait comme sa fille, mais finalement, les autres, ils me voyaient comme sa petite fille. Donc, je ne me sentais pas très légitime dans mon deuil. J'avais l'impression de ne plus avoir trop ma place dans cette famille. Ça a été un peu compliqué finalement avec mes tantes, avec ma mère, tout ça. J'ai un peu pataugé pendant quelques années en me disant, mais mince, je suis la petite fille, c'est vrai. Ma mère reprend sa place de mère. Et en même temps, j'ai l'impression d'avoir perdu ma mère. Donc c'était un peu bizarre. Mais ça a permis finalement de rétablir un peu l'ordre des choses. C'est-à-dire que ma grand-mère a laissé un vide énorme et ma mère a repris un peu sa place dans notre relation. Ma mère est finalement redevenue ma mère à la mort de ma grand-mère. Je pense que toutes les deux, en fait, on s'est retrouvées un peu seules, un peu orphelines. Toutes les deux, finalement, on était un peu orphelines de notre maman. Et on a vraiment commencé à construire une relation à ce moment-là. Après, voilà, avec ses hauts, ses bas, mais finalement une relation assez franche. C'est-à-dire que j'ai pas de secret pour ma mère. Elle me voit telle que je suis, elle sait ce que je fais. En tout cas, j'ai arrêté de donner une fausse image de moi, contrairement à quand j'étais petite. Et moi, je la vois telle qu'elle est. Voilà. Donc peut-être ça a simplifié les choses entre nous. Globalement, je suis quand même assez apaisée avec ça depuis maintenant pas mal d'années. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'apaises avec ça ? Alors, je me suis apaisée dans notre relation parce que j'ai fait 10 ans de psychanalyse. J'ai fait la paix avec ma maman. Et puis peut-être, j'ai accepté voilà, le fait qu'elle m'ait confiée à ma grand-mère quand j'étais petite. J'ai certainement accepté l'idée que ça avait été peut-être très très compliqué pour elle, plus que pour moi, parce que quand on est enfant, on est malléable. Finalement, j'ai quand même eu de l'amour, hein. J'ai pas été abandonnée totalement. C'est juste que ma grand-mère, qui est du sang de ma mère, voilà, a pris un peu le relais. Ma grand-mère était ultra maternelle et un peu une femme qui décide à la place de ses enfants. Et je me suis demandé dans quelle mesure, finalement, c'est elle qui n'avait pas dit un peu à tout le monde, allez hop, je garde la petite, de toute façon, elle est mieux chez moi que chez vous, c'est une évidence. Et puis que comme la grand-mère avait parlé, tout le monde a dit amen, ok, elle a raison, et que ma mère, finalement, s'est peut-être pliée un peu au désir de sa propre mère, et que c'était peut-être pas obligatoirement son premier désir à elle non plus. La deuxième chose, c'est que je pense que ma mère n'était pas très heureuse. Et je pense qu'elle a eu envie un peu de m'extirper de ça. Et finalement, de m'envoyer dans la famille où elle voyait que ses petites sœurs étaient quand même super heureuses. Avec ses parents qu'elle connaissait bien, où elle savait que j'allais absolument manquer de rien. Et être élevée par la super grand-mère, hyper maternelle, englobante. Chose qu'elle ne pouvait pas m'apporter. Par exemple, je veux dire, mes parents avaient gagné très très bien leur vie. Mon père, du côté de mon père, c'est une famille assez bourgeoise. Et logiquement, la logique aurait voulu que j'ai une nounou qui vienne s'occuper de moi à domicile. Et en fait, c'est un choix qui n'a pas été fait. Et visiblement, parce que ma mère n'a pas voulu. Elle aurait pu. Pour elle, elle a préféré m'envoyer dans sa famille. Donc, il y a une part de son histoire, en fait, qui lui appartient, qui évidemment m'impacte, mais je pense qu'il y a autre chose dans ses choix. Et voilà, et aujourd'hui, je les respecte. Devenir une mère, pour moi, c'était un sentiment un peu étrange. C'est-à-dire, c'est quelque chose que je voulais, que je recherchais, et en même temps, je m'en sentais complètement incapable,
Et du coup, inconsciemment, je mettais tout en œuvre pour que ça n'arrive pas ou que ça se passe mal. Donc, je suivais des chemins, des chemins de traverse qui m'emmenaient, mais à l'opposé euh, d'une maternité potentielle. C'est-à-dire que je suis toujours allée vers des hommes qui ne voulaient pas d'enfants. Je me suis mis dans des trucs d'une violence par rapport à la maternité, par rapport à la grossesse et par rapport à mon corps, que j'ai du mal à comprendre en fait aujourd'hui. Et puis je faisais rien finalement pour avoir un enfant, c'est-à-dire je faisais absolument n'importe quoi. Je sortais beaucoup, j'ai pris beaucoup de drogue, j'ai couché avec un nombre incalculable d'inconnus auxquels je laissais jamais mon numéro. Voilà, je suis tombée enceinte 2 fois, j'ai fait des grossesses extra-utérines que j'ai gérées toute seule. Ça vraiment, j'ai vraiment un long, un long passage à vide qui a duré une grosse partie de ma trentaine autour de cette idée de la maternité, de la femme que j'étais, des couples que je voulais créer, des familles que je voulais créer. En fait, j'avançais un peu seule comme un électron libre qui s'autodétruisait et qui allait vers rien, en fait. J'étais persuadée que de toute façon, j'allais finir par mourir. Que j'allais finir par mourir d'une façon ou d'une autre. Et que rien ne pourrait empêcher ça. Ça allait arriver. Après, ça a été une période où ma mère était là. C'est-à-dire qu'en fait, toute cette période de femmes qui se cherchent et qui expérimentent un peu tout, ma mère m'a jamais jugée. En fait, dans ces moments-là, ma mère est capable de me dire bon, ok, t'en es là, d'accord, bon, ben, on va pas juger. Maintenant, je vais t'aider, tu vas te relever et tu vas avancer. Et puis bon, ça va aller mieux, quoi. Ça va aller mieux. Tu vas t'en remettre. Et puis ma mère, c'était la seule personne qui m'a dit à un moment, tu sais, si tu veux pas d'enfant, si t'en as pas, c'est pas un drame. Tu peux avoir une très belle vie sans. Je pense que c'est la seule personne de notre société qui m'a dit ça, qui m'a dit t'as pas besoin d'avoir un enfant pour être épanoui et si tu te sens bien sans, en tout cas, je cherche pas obligatoirement, tu vois, à te détruire pour en avoir ou tourne pas autour de cette idée de la maternité et fais pas n'importe quoi. Elle dit vas-y, assume qui tu es, assume ce que tu veux. Et je pense que ça m'a quand même beaucoup soulagée. Et ça, je pense qu'elle seule en est capable du fait de son histoire, de son passé, de tout ça. Et elle m'a vraiment aidée dans ces moments-là. Jeanne, ma fille, est arrivée alors que je pensais que je ne pourrais pas avoir d'enfant. J'avais fait un peu une croix sur la maternité, puisque quelques semaines avant, je sortais de chez mon gynécologue qui m'avait dit ça va être compliqué. Parce que vous avez mené la vie que vous avez menée, que ça a eu des conséquences sur votre santé assez indélébiles. Et du coup, il me disait, bon, dès que vous êtes prête, dites-moi et on va aller directement sur une FIV. Ça doit être un programme qu'on fait ensemble, je vous aiderai, on trouvera des solutions, mais ça va pas être simple. Et du coup, je suis rentrée à la maison, j'ai expliqué ça à mon compagnon et bon, du coup, on s'est dit, à quoi ça sert de faire attention de toute façon, c'est mort. Et Jeanne est arrivée, en fait, a été conçue un mois plus tard. Voilà. Et pendant toute ma grossesse, donc du premier jour où j'étais enceinte, même inconsciemment jusqu'au jour où elle est née, de toute façon, j'étais persuadée que je n'allais pas mener cette grossesse à terme. C'est-à-dire que tous les jours, toutes les heures, toutes les secondes, je me disais, il va se passer un truc et je vais perdre cet enfant. Pour moi, c'était impossible de devenir une mère, à la fois physiquement parce que j'avais tellement contraint mon corps de différentes façons que je me disais, bon, à un moment, il va me rendre l'appareil de ce que je vais subir.
Et psychiquement, parce que je me suis dit, en fait, je suis incapable d'aimer un enfant. Je me suis dit, bon, alors voilà, ça y est, il est là, il est dans mon ventre. Mais qu'est-ce que je vais faire quand il va être né? Et si, quand il naissait, je l'aimais pas, et si j'avais pas envie d'être mère, et si en fait c'était une erreur, tout ça, et que j'étais très très bien toute seule. Quand elle est née, ma première réaction, ça a été non, je veux pas la prendre dans les bras, j'ai peur. J'ai peur parce qu'en fait, je pensais qu'elle était morte. Voilà. J'ai vu ce petit bout qui avait manqué, elle avait mal respiré, elle manquait d'oxygène, l'accouchement était un peu compliqué, ils ont eu du mal à la faire sortir. Et donc elle était toute violette, et je me suis dit, même noire, et je me suis dit, non, en fait, elle est morte, ils ne voient pas, ils ne se rendent pas compte. Donc on m'a un peu on m'a dit, si, madame, vous devrez quand même le prendre, c'est votre bébé. Et j'ai passé les 3-4 premières semaines, le premier mois de la vie de Jeanne, dans un espèce de brouillard où j'étais incapable de dire j'aime mon enfant. Je sais même pas si j'aimais. Honnêtement, je suis pas sûre. J'avais un petit être qui était là, qui était arrivé, et je me disais qu'est-ce que je vais faire avec ça, quoi. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Elle a besoin de moi, elle est là, elle est collée à moi, c'est une partie de moi, mais est-ce que j'en veux? Et je me suis pas du tout sentie mère tout de suite, quoi. Absolument pas. Quel souvenir tu as de ta mère les premiers temps avec ta fille? En fait, quand Jeanne est née, ma mère, elle s'est occupée de moi. En fait, quand elle est arrivée à Paris pour voir ma fille, moi, j'allais tellement mal qu'elle s'est occupée de moi. En fait, c'était moi, son bébé, quoi. Elle s'est très peu occupée de Jeanne. Bon, évidemment, elle a pris dans les bras, on a fait des photos, elle lui a donné à manger, elle lui a donné le biberon et tout, comme une mamie. Mais c'est surtout moi qu'elle a pris dans les bras. Euh, et je me souviens très bien d'un échange qu'on a eu toutes les deux dans la chambre et où je pleurais. Elle me disait, mais tu sais, je te comprends, je comprends, ça va aller. Mais je comprends que ça aille pas, en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'elle voulait dire, tu penses? Je pense qu'elle pouvait comprendre que je puisse ne pas être heureuse d'être maman, que je puisse ne pas trouver ma place, que tout ça était un peu brusque, et que en fait je pense qu'elle pouvait comprendre ce que je pouvais ressentir, et je pense que ma mère peut comprendre la difficulté d'être mère puisque elle-même a eu des difficultés certainement à être mère, quoi. Ça t'a apaisé, ça t'a fait du bien, ce qu'elle t'a dit? Oui, ça m'a fait vachement de bien. Ça m'a fait vachement de bien, et j'avais besoin de ça. Je me suis sentie moins seule, et surtout en fait ça faisait du bien d'avoir l'aval de ma mère qui me disait bon bah tu vois, même si tu te sens pas maman, c'est pas très grave, quoi. C'est pas très grave, remets-toi, et puis ça va aller, de toute façon ça va aller, je suis là pour toi, quoi. Comment ça a évolué tout ça? Et bien j'ai appris à être mère. Mon amour en fait est né petit à petit, chaque jour un peu plus, pour devenir infini. Mais ça s'est fait petit à petit. Quand mon conjoint a repris le travail, je me suis retrouvée seule avec Jeanne. Et j'ai commencé à prendre du plaisir à m'en occuper, à passer du temps avec elle. Et peut-être qu'on a commencé à communiquer toutes les deux. Et je me suis dit, ah ouais, bon, voilà. Et on a appris à se connaître, en fait. Et petit à petit, l'amour est né. Mais c'était pas quelque chose d'inné. Quelle mère tu es aujourd'hui avec Jeanne? Donc Jeanne, elle a 2 ans aujourd'hui, ta fille? Alors ma fille, elle a 2 ans. Je suis une maman ultra maternelle, omniprésente. Je sais pas si c'est une bonne chose, mais en tout cas, je fonctionne beaucoup à l'intuition. La seule chose qui est importante pour moi, non, c'est pas la seule chose qui est importante, mais une des choses qui est importante pour moi, c'est que Jeanne, elle se sente jamais seule, jamais abandonnée, et qu'elle sache que ses parents l'aiment, en fait. Sans être obligatoirement scotché à nous, ou vraiment dans la fusion avec moi, comme j'ai pu être avec ma grand-mère, mais jamais qu'elle ait le sentiment d'abandon, comme j'ai pu avoir avec ma mère, en fait. J'essaye de trouver le juste milieu
pour qu'elle ait confiance en moi, qu'elle sache voilà, que sa maman est là, qu'elle l'aime et qu'elle risque rien et que je la protège. Et j'ai l'impression que ça marche, que c'est une petite fille qui va bien, qui est plutôt équilibrée et qui est en confiance. En fait, elle est assez en confiance dans la vie. Voilà. Est-ce que ça a été facile pour toi de laisser sa place de grand-mère à ta mère? Non. Non, ça a été très compliqué pour moi de faire confiance à ma mère en tant que grand-mère. Et c'est encore compliqué pour moi. Parce que j'ai l'impression qu'elle va faire avec Jeanne comme elle a fait avec moi. Et du coup, je me dis, mais c'est pas possible, ma fille peut pas à un moment se sentir seule, peut pas se sentir abandonnée. J'ai peur qu'elle fasse des erreurs avec elle, qu'elle a pu faire avec moi. Et ça, je le supporte pas. Mais je pense que j'ai tort. Je pense que j'ai tort parce que ma mère, aujourd'hui, à 60 ans, n'est pas la même personne qu'à 20 ans, évidemment. Et, et je pense que je fais un peu une transposition de mon histoire sur Jeanne, alors que la réalité est vraiment différente. On n'est pas toujours d'accord sur des choses d'éducation, des choses comme ça, mais, mais elle aime beaucoup ses petites filles. Euh, Après, elle reste elle-même. C'est-à-dire, voilà, elle est plus une femme qu'une grand-mère. Pas dans le mauvais sens du terme, parce que je pense qu'elle apprendra autre chose à ma fille que d'autres grands-parents. Ça ne sera pas la grand-mère gâteau qui fait de la broderie avec sa petite fille. Non, ma maman, il y a souvent du monde chez elle. Elle boit du champagne, elle écoute de la musique, elle aime bien vivre, elle rigole. Euh, voilà, à côté de ça, elle adore contempler les choses, elle adore l'art, elle est un peu fantasque, elle a un univers, elle adore rêver. Donc, elle apprendra d'autres choses à Jeanne. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais reproduire quand même avec ta fille? En fait, ma mère m'a appris à être très indépendante et à pas avoir peur de rien. Et à aller toujours au bout de mes rêves, de mes envies, et à m'écouter. Et finalement, moi, je suis devenue ce que je suis en prenant des risques. Et aujourd'hui, je remercie ma mère pour l'énorme liberté d'esprit et même physique, moi, à tout point de vue que je peux avoir. C'est la liberté et le grain de folie, c'est son héritage, quoi. Et je pense que c'est quelque chose que j'aimerais bien donner à ma fille. Si tu avais quelque chose aujourd'hui à dire à ta mère, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Euh, je pense que quand j'ai envie de lui dire quelque chose, je lui dis. Il y a pas vraiment de choses que je lui dis pas. Je suis assez franche, en fait. Notre relation a permis cette franchise entre nous qui peut des fois être un peu dure, mais on se dit les choses et je pense que ça fait partie aussi de notre force et de notre lien. Et du coup, il n'y a pas vraiment de choses que j'ai envie de lui dire que je ne lui ai pas déjà dit. Et à ta grand-mère? Peut-être qu'à ma grand-mère, je lui dirais quand même merci. À ma grand-mère, je lui dirais quand même merci d'avoir été là et de m'avoir apporté autant d'amour au moment où j'en avais besoin. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui me permet d'être la mère que je suis, en fait. Et c'est ce qui m'a permis d'aimer ma fille et d'être englobante comme il faut. En fait, je pense que je puise énormément dans l'éducation que ma grand-mère m'a donnée.